Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Santé, diffusée comme vous le savez sur Le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir en plateau le professeur Michel Pinger. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je l'ai dit, vous êtes professeur, vous êtes diabétologue surtout, et puis président fondateur du Centre européen d'études du diabète, ainsi que de l'initiative Vaincre le diabète. Alors on le sait, le diabète est une maladie qui concerne beaucoup de Français. Est-ce que vous pouvez nous délivrer quelques chiffres sur cette pathologie aujourd'hui ? Je vais vous donner 3 chiffres qui résument un peu la situation. En 2000, puis peu avant 2000, on avait un peu moins d'1 million de diabétiques en France. On avait 100 millions dans le monde. Aujourd'hui, on en a 5,3 millions en France, 5 fois plus, et 470 millions dans le monde. Et en 2050, on aura à peu près le double, c'est-à-dire on aura une dizaine de millions de sujets en France qui seront concernés et pratiquement 1 milliard dans le monde qui seront concernés. Donc c'est un véritable enjeu de santé publique. C'est un vrai enjeu de santé publique et ça fait partie de ces nouvelles pandémies de maladies chroniques qui aujourd'hui prennent le relais malheureusement en termes de gravité sur ce qui était autrefois les pandémies aiguës, infectieuses, etc. On appelle ça la transition épidémiologique. On voit que sur une durée de 50-80 ans, on aura passé de maladies infectieuses qui étaient des maladies dominantes avec la famine, etc., à maintenant des maladies de civilisation, cancer, diabète, hypertension, obésité, coronavirus, etc., qui vont devenir la première cause de mortalité. Et ça change tout en termes de gestion de la santé, gestion de la maladie pour notre société, et aussi de formation des soignants. Et aussi des traitements, on va en parler, et puisque pendant longtemps, on a tissé un lien positif entre le diabète et le sport, ça paraît assez logique, alors qu'en réalité, l'activité physique, elle n'est pas toujours conseillée. Il faut toujours bien choisir, surtout le type d'activité qu'on pratique. Expliquez-nous. Alors oui, on connaît bien la relation entre l'inactivité physique, la sédentarité, et l'apparition du diabète. Et on connaît bien le bénéfice de l'activité physique régulière sur le retardement du diabète, son atténuation, et ça, c'est des choses qui sont très connues. Une des grandes questions qui se posaient quand même, et qu'on n'avait pas de la peine à répondre, c'est comment de telles modifications de comportement, de mobilité, sur 20-30 ans, peuvent aboutir à une diminution de performance du pancréas qui n'a rien à voir avec l'activité physique. Donc, on avait de la peine à comprendre. On sait aujourd'hui que tous nos organes communiquent entre eux. Ça, c'est une notion nouvelle qui date d'une dizaine d'années. Et il n'y a pas un organe qui est responsable d'une maladie. Il y a un organe qui provoque une maladie parce qu'il est dans un écosystème d'autres organes. Et nous, on travaille beaucoup sur les relations logiques entre muscles. L'activité physique, c'est le muscle. Et pancréas, le diabète, c'est le pancréas. Et on a constaté, effectivement, que le muscle, contrairement à ce qu'on imaginait, n'est pas qu'un organe qui se contracte. C'est aussi un organe qui secrète des messagers. Des signaux qui vont aller dans tout l'organisme et qui vont influencer tous les autres organes. Alors, ce sont des protéines essentiellement, donc des hormones, ce qui veut dire que le muscle est une glande endocrine, comme l'intestin, d'ailleurs, on l'a démontré avant. Et ces hormones, on s'est aperçu qu'elles avaient un effet bénéfique au départ, c'est-à-dire qu'on a pris des hormones d'un sujet en bonne santé, et on les a mis en présence de cellules pancréatiques. On a vu que les cellules pancréatiques allaient mieux, se portaient mieux, etc. Mais quand on a pris des hormones de sujets qui étaient prédiabétiques ou diabétiques, on s'est rendu compte qu'elles avaient un effet de destruction du pancréas. Ça, c'était une grande problématique. On a eu de la peine à comprendre. On a compris aujourd'hui qu'en fait, la sécrétion des muscles, tous ces messages que le muscle envoie, dépendent de 3 choses. Du type de muscle. Le muscle d'endurance, celui qui nous fait courir, le marathon, a plutôt un effet défavorable sur le pancréas, mais très favorable sur le cœur, soyons clairs. Les muscles de résistance, eux, ont un effet positif. Idem pour les exercices. L'exercice d'endurance a plutôt un effet négatif, alors que l'exercice de résistance a plutôt un effet positif. Et donc ça, c'est une notion très nouvelle. Et on pensait que simplement faire courir un sujet diabétique ou en surpoids ou obèse, ça suffisait. Non, ça ne suffit pas. Il faut affiner. Il faut affiner, il faut se compléter. Et le principe aujourd'hui, si on veut être efficace en termes d'activité physique, c'est de combiner systématiquement l'endurance avec la résistance. Et les professeurs d'éducation physique d'autrefois nous barbaient un petit peu, il faut être clair, sur le fractionné, vous savez, mais c'était ça. Ça qu'il faut faire. Exactement ça. Et ça montre que c'est très agréable de fractionner. Non, c'est très déplaisant. Mais on fait spontanément des choses
dont on démontre a posteriori qu'elle était bonne. Alors, c'est un modèle que vous avez réussi à valider par 2 proof of concept. Qu'est-ce qu'elle révèle? Alors, elle révèle que une des hormones qu'on a isolées, sur lesquelles on travaille, qu'on a breveté pour ses performances, qui vient du triceps, mais il y en a sûrement dans le biceps et dans d'autres muscles du bras au moins, est capable de complètement protéger ce qu'on appelle les îlots pancréatiques, c'est ces îlots cellulaires dans lesquels il y a les cellules qui font l'insuline, contre quasiment toutes les agressions. Et en particulier, il y a une expérience qui va être mise en application très rapidement chez l'homme. On sait qu'on peut aujourd'hui greffer, quand on a un diabète de type 1, donc un diabète plutôt de l'enfant, du jeune, on peut greffer des îlots pancréatiques venant d'un patient décédé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, parce que d'une part, il faut plusieurs pancréas pour un seul donneur, parce qu'on perd beaucoup d'îlots durant la manipulation. Ça ne dure pas éternellement. Il faut un traitement anti-rejet. Chez l'animal, on a traité des animaux soit classiquement, soit avec notre myokine qu'on appelle X, pour ne pas la dévoiler aux collègues et aux concurrents. Et on a vu que les animaux qui avaient le traitement classique faisaient comme l'homme, hein, c'est-à-dire que la greffe prenait, mettait un certain temps, et puis au bout de quelques semaines, disparaissait, alors que ceux qui avaient la myokine X étaient indemnes d'insuline, n'avaient plus besoin d'insuline tout le reste de leur vie. Donc c'est extrêmement prometteur. C'est extrêmement prometteur, ça veut dire qu'on a pu rendre éternel des greffes qui, jusqu'à présent, chez l'animal bien sûr, hein, n'étaient que transitoires. Et maintenant, c'est à valider, en effet, sur l'homme. Alors, l'idée, si je comprends bien, c'est d'aller vers de la biothérapie. Quels en sont les avantages? Alors, la biothérapie, ça veut dire qu'on va traiter, non pas par des médicaments, mais par des produits naturels de l'homme, donc des hormones naturelles. Donc, c'est le corps humain qui se traite lui-même. C'est le corps humain qui se traite lui-même. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas tous les inconvénients des médicaments, parce qu'un médicament qui agit sur la glycémie, par exemple, n'agit pas que sur la glycémie, il y a toujours d'autres effets, elle agit sur d'autres mécanismes, on le sait pratiquement pour tous les médicaments, alors qu'une hormone, elle est là, elle fait ce que l'hormone aurait dû faire, mais qui n'est plus là. On voit très bien aujourd'hui qu'on a l'insuline, qui est une biothérapie. Donc c'est plus ciblé et plus précis, en fait. C'est plus ciblé, c'est plus précis, et surtout, ça va coûter moins cher. Parce qu'une fois qu'on a... je prends l'exemple de l'insuline, qui est la première biothérapie. Aujourd'hui, les grands laboratoires fabriquent ça avec des levures ou des bactéries. Et c'est très peu coûteux. Et c'est très peu coûteux. Après, il y a des pays qui les payent très cher, mais ça, c'est leur problème. C'est pas nous, on ne le paye pas cher. Hein, parce qu'en France, on a les médicaments les moins chers. Donc, voilà. Donc, ça sera une solution à l'explosion du nombre de diabètes, d'aller vers des traitements moins chers. Et c'est une solution, vous l'avez dit, qui risque de devenir absolument incontournable quand on regarde les projections, les données prévisionnelles, notamment celles que vous nous avez partagées sur le diabète en France, mais aussi dans le monde. On est face à une réelle urgence sanitaire. Est-ce que c'est la solution, finalement? Je pense que c'est une des solutions. Certains pensent, dans notre milieu, qu'on peut revenir en arrière. Je ne crois pas. Notre civilisation est embarquée. L'homme va changer. L'homme change. Le standard de l'homme sera plus du tout le même en 2050 de ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faudra qu'on soit capable d'avoir d'autres choses. Parce que, je vais donner un chiffre de coût. Le coût du traitement du diabète au niveau mondial en 2009 était de 315 milliards de dollars. Ça ne veut rien dire pour nous. Mais entre 2009 et 2019, il est passé de 315 à 720 milliards de dollars. Et en 2050, il sera de 1 billion, 1000 milliards. 1000 milliards 1000 milliards. 1 milliard de diabétiques, 1000 milliards de coûts de traitement. C'est pas possible, on ne pourra pas l'assumer. Donc il faut effectivement des traitements qui coûtent moins cher. Et aussi, il faut aussi que des États acceptent d'en supporter le coût. D'en supporter le coût, mais aussi de le réduire. Je prends l'exemple des États-Unis qui vendent l'insuline à un prix fou. Ça n'a pas de sens. Mais c'est pas durable, si je comprends bien. C'est pas durable. Il faut vraiment arriver à un équilibre. Et là, avec des médicaments qui coûtent pas cher du tout, faciles à produire, en quantité illimitée, ne dépendant d'aucune source particulière, je crois que c'est très important. Alors, quel est le message que vous souhaitez envoyer aux organismes de santé publique et puis bien sûr aux patients sur les traitements à venir? Alors déjà, ils ont déjà fait un grand progrès en France, puisque depuis 2 ans, on a vraiment des vrais efforts qui ont été faits sur la mise à disposition de nouveaux médicaments, et puis des subventionnements de la recherche qui est quand même beaucoup plus performante dans le diabète qu'elle n'était. Une raison très simple, hein. On a eu la Covid en 2020, et dans toutes les études qui ont été faites en France, en Italie et en Chine sur la première vague, ont montré que 30% des décès survenaient chez des patients ayant un diabète. Donc très clairement,
si on veut réduire l'incidence d'une maladie qui va durer dans le temps, il ne faut pas se faire d'illusions. La vaccination, c'est bien, mais si on peut en plus supprimer les facteurs de fragilité en traitant mieux, les facteurs aggravants, les comorbidités, on aura là aussi des progrès importants. Donc je pense que cette notion-là est aujourd'hui bien rentrée, mais il faut continuer. Et il faut surtout être créatif, imaginatif. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que nous essayons de faire. Merci beaucoup. Merci, professeur Michel Pinger. Je rappelle que vous êtes diabétologue et président fondateur du Centre européen d'études du diabète et de l'initiative Vaincre le diabète. Merci beaucoup pour ce partage d'expertise en plateau. C'était passionnant. Merci à vous. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Santé, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.